bonne matinée avec Europe 1. 6h, 9h, votre matinale info avec Sébastien Krebs. Et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Europe 1. Théo Manval est là pour le journal. Bonjour Théo. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. À la une ce matin. Un nouveau drame de la mer et une commune endeuillée à Agon-Coutainville dans la Manche. La tristesse et le deuil après la mort de 3 enfants dans le chavirage d'un bateau de plaisance. On rejoint notre envoyé spécial sur place dès le début de ce journal. Il part aujourd'hui dans les boîtes mail de tous les maires de France. Que contient finalement le questionnaire qui doit recenser les agressions visant les élus? Nos précisions dans un instant. Dans ce journal également, les touristes russes de retour à Marseille. C'est une vraie manne pour les professionnels. Le crime de lèse-majesté outre-Manche du leader eurosceptique Nigel Farage. Et puis un nom à retenir cette saison en Ligue 1. Ce n'est pas Neymar, ce n'est pas Mbappé. On vous raconte la belle histoire du nouveau buteur lillois, Victor Osimhen. À la fin du journal, l'éclairage de Didier François sur l'actualité internationale et le bras de fer qui se durcit entre Hong Kong et les autorités chinoises. 8h15, l'invité politique. Je reçois Julien Bargeton, sénateur de Paris et porte-parole des sénateurs La République En Marche. Europe 1. Une sortie en mer par un temps mitigé, un moteur qui tombe en panne et les vagues qui renversent le bateau de plaisance. Voilà les premiers éléments de l'enquête sur les circonstances du drame qui s'est joué hier après-midi au large d'Agon-Coutainville. 3 enfants âgés de 7 à 13 ans sont morts noyés, pris au piège dans la cabine. Les 3 adultes qui les accompagnaient ont pu être secourus. Mathieu Bock, vous êtes notre envoyé spécial dans cette commune de la Manche ce matin. On imagine, Mathieu, que le réveil après ce qui s'est passé est assez difficile. Oui, les habitants et les touristes chercher leur pain ou leur journal ne parlent que de ça ce matin. Tous regardent la mer durant de longues secondes pour comprendre comment ce drame a pu se dérouler. Mireille a du mal à retenir ses larmes en pensant à ses 3 enfants et à leurs parents, toujours vivants. Je pense à ses parents. Je sais pas comment ils peuvent vivre cela et comment ils vont vivre ça à l'avenir. Jacques habite sur le port, son bonnet de marin enfoncé sur la tête, il regarde les vagues. Le vent souffle fort ce matin et il se demande encore pourquoi ce petit bateau à moteur a pris la mer hier. On lui a dit de ne pas sortir. Le pauvre conducteur de tracteur qui a descendu son bateau lui a dit il ne faut pas sortir de ce temps-là. Les gens du pays, les gens d'ici, ils ne sortent pas. Les pêcheurs, ils ont rentré leur bateau. C'est payé cher quand même. Je ne sais pas s'ils avaient leur brassière, je ne sais pas comment ça s'est passé. Et en général, quand on est bloqué sous le bateau, il y a une poche d'air. On arrive à survivre en général. Je dis bien en général. Alors les enfants, pour ça il ne faut jamais les amener à la mer quand c'est dangereux. Les parents des touristes originaires de l'Orne ont été légèrement blessés, mais ils sont surtout choqués, on l'imagine. Ils ont été transportés à l'hôpital. Le bateau, lui, a été placé sous scellé pour les besoins de l'enquête. Et un examen des corps des enfants est prévu aujourd'hui pour déterminer les causes précises de leur mort. Mathieu Bock, envoyé spécial d'Europe 1 à Agon-Coutainville. Merci Mathieu. On l'a entendu, la météo n'était pas au grand bleu, loin de là. Mais aucune mise en garde officielle n'avait été émise, semble-t-il, pour la navigation. Alors cette catastrophe aurait-elle pu être évitée ? Écoutez ce qu'en pense Xavier Delagorce, le président de la Société nationale de sauvetage en mer, notre invité il y a quelques minutes. La panne moteur en plaisance, c'est la première des pannes. C'est ce qu'il y a de plus fréquent. Et quand vous n'avez plus de moteur, vous n'avez plus la maîtrise de votre embarcation. Donc vous êtes comme un bouchon, vous ne maîtrisez plus rien. Dans ces pannes moteur, il y a un problème d'entretien, il y a un problème quelquefois de carburant, il y a un problème de savoir-faire. Ce que j'ai compris, c'est que c'est une famille qui était propriétaire du bateau. D'accord. Donc, quand on est propriétaire, a priori, on maîtrise mieux son véhicule, si j'ose dire. C'est pas comme quelqu'un qui loue et de façon épisodique, qui n'a pas d'habitude. S'il était effectivement propriétaire du bateau, je présume qu'il l'entretenait bien. Xavier Delagorce, président de la SNSM, il était votre invité, Sébastien Krebs, tout à l'heure à 7h15. Europe 1, il est 8h05. À la une également ce matin, le questionnaire du Sénat dans les boîtes mail de tous les maires de France. L'idée avait été lancée la semaine dernière par la commission des lois de la Chambre haute pour recenser les agressions d'élus après la mort du maire de Signes. Le fichier est donc envoyé ce matin. Alors que contient-il exactement? Les précisions d'Adrien Beck. Une quinzaine de questions, thermomètre des menaces subies par les maires. Après quelques formalités, le questionnaire entre très vite dans le concret. Avez-vous été victime dans votre fonction de maire d'incivilité, d'injures, voire d'agression? Si oui, les élus pourront signaler dans quelles circonstances les faits sont arrivés, que ce soit sur les réseaux sociaux, lors d'un déplacement ou encore dans l'exercice de leur pouvoir de police administrative, comme ce fut le cas de Jean-Mathieu Michel, le maire de Signes,
signe, décédé la semaine dernière. Les sénateurs entendent aussi explorer les suites apportées à ces actes. Si une plainte a été déposée, l'auteur a-t-il été condamné ou pas ? Beaucoup d'élus pointent régulièrement du doigt une forme d'impunité. Enfin, les maires pourront aussi proposer des améliorations, tant pour empêcher les agressions et menaces à leur encontre que sur les moyens alloués pour faire respecter leur pouvoir de police. Des suggestions qui seront recueillies jusqu'à mi-septembre par les sénateurs qui entendent bien faire à leur tour des propositions au gouvernement. Adrien Beck du service politique d'Europe 1. Et on y revient dans 10 minutes avec mon invité politique, le sénateur Julien Bargeton, porte-parole des sénateurs La République En Marche. En Méditerranée, ce sont désormais 356 migrants qui se trouvent à bord de l'Ocean Viking. Le navire humanitaire d'SOS Méditerranée cherche maintenant un port sûr pour les débarquer après une nouvelle opération de sauvetage. Mais il pourrait bien devoir passer plusieurs jours en mer, comme un autre bateau, l'Open Arms, bloqué au large de Lampedusa avec 150 personnes à bord. Les autorités italiennes et maltaises refusent toujours d'ouvrir leur port. Écoutez François Thomas, le président d'SOS Méditerranée France. Les autorités libyennes nous ont demandé de débarquer ces rescapés à Tripoli. Donc ce que nous avons refusé, car nous devons les débarquer dans un lieu sûr. Donc nous attendons qu'on nous indique un lieu sûr de débarquement et nous espérons que cela ne durera pas trop longtemps parce que ces personnes ont vécu l'enfer en Libye et ensuite ont fait pour certains une traversée de plus de 48 heures, sont très fatigués, sont traumatisés et certains montrent des signes de très mauvais traitements. Est-ce qu'il y a un risque de rester en mer plusieurs jours, voire plusieurs semaines et qu'aucun port n'accepte ces rescapés ? Malheureusement, les conditions à bord des navires de sauvetage ne sont pas des conditions qui peuvent durer. Donc nous espérons que l'attente sera la plus courte possible. Conformément au droit international, il est important que l'Europe mette en place un système coordonné, prévisible, efficace pour que ces personnes soient débarquées le plus rapidement possible. François Thomas, président d'SOS Méditerranée, il répondait pour Europe 1 à Jian Bergaoui. La suite du journal de Théo Manval et la satisfaction des professionnels du tourisme à Marseille après une première partie de saison plutôt réussie. Avec notamment le retour donc d'une clientèle qui se faisait rare ces dernières années, les touristes russes qu'on a plutôt l'habitude de voir sur la Côte d'Azur du côté de Nice. Les liaisons aériennes directes entre Marseille et Moscou ont repris cet été après plusieurs années d'interruption et forcément l'affluence a suivi. Reportage sur le Vieux-Port signé Stéphane Frangy. Ils sont aux petits soins pour leurs touristes russes. Bienvenue à Marseille en français. Dans le texte, pour Nicolas Guyot, le propriétaire de l'hôtel Carré du Vieux-Port, il est important de prendre soin de sa clientèle russe. Une clientèle russe est un petit peu particulière, ils arrivent sans préparer leur voyage, ils sont assez exigeants. Ça n'a pas de rapport avec le budget, mais ils en veulent plus. C'est une clientèle qui ne vient pas ici par hasard et qui ne vit pas au-dessus de ses moyens et qui peut dépenser des grosses sommes si le jeu en vaut la chandelle. On s'en passera pas de cette clientèle, c'est évident. Après des années d'absence, l'aéroport de Marseille a récupéré au printemps 2 liaisons avec Moscou, ce qui explique ce retour des touristes russes, plus 115% en un an. Point de départ d'une stratégie emmenée notamment par le directeur de l'Office du tourisme, Maxime Tissot. Ça fait plusieurs années qu'avec les relations internationales de la ville, avec les adjoints, nous nous sommes bagarrés pour que le trafic se développe et ça c'est très important pour nous. Nous travaillons bien sûr, le marché russe était une priorité. C'est une clientèle qui est aisée, qui dépense, qui investit. Les rotations sont pleines. Nous avons de bonnes perspectives sur cette ligne. Et l'objectif maintenant, après le tourisme, c'est d'attirer une clientèle business et développer le volume d'affaires avec Moscou. Marseille, Stéphane Frangy, Europe 1. Marseille, les Bouches-du-Rhône, où l'accès à tous les massifs sera fermé au public. Aujourd'hui, même chose dans 7 des 9 massifs naturels du département du Var. Alerte rouge au risque d'incendie en raison notamment des fortes rafales de vent. À l'étranger, à présent, les oreilles de la reine Elisabeth ont dû siffler ces derniers jours. D'habitude, les sujets de Sa Majesté se gardent bien de tout commentaire indélicat à propos de leur monarque, même ceux qui ne comptent pas parmi les fans de la royauté. Mais le leader eurosceptique Nigel Farage, invité d'une conférence en Australie, a donc décidé de franchir cette limite. Anaïs Cordoba, on le sait, Farage n'a jamais eu la langue dans sa poche, mais cette fois-ci, il a donc frôlé le crime de lèse-majesté. Cette fois, c'est le trésor national des Britanniques, la famille royale et non l'Europe, qui a servi de punching ball à l'artisan du Brexit, Nigel Farage. Devant le congrès du Parti conservateur australien, où aucun journaliste n'est convié, il s'en prend d'abord au prince Harry. C'était le préféré de la jeune génération, mais sa popularité s'est effondrée quand il a rencontré Meghan, déclare-t-il. Dans cet enregistrement obtenu par le Guardian, il surnomme le prince Charles, héritier de la couronne, Petit Charlie, critique son engagement pour le climat et attaque aussi la reine
reine mère. Des propos qu'il répète à la télévision. Le prince Charles est venu au Parlement européen il y a 10 ans pour nous dire que dans 7 ans, la calotte glaciaire aurait disparu. À la fin de son discours, j'ai refusé de me lever. Et voici ce que j'ai à dire sur la reine et sa succession. La reine mère était une buveuse de gin, elle fumait comme un pompier, elle ne faisait pas du tout attention et elle a vécu jusqu'à 101 ans. La reine a 93 ans, elle est en pleine forme, puisse-t-elle régner encore très longtemps. En Grande-Bretagne, ces propos ont choqué. Plusieurs députés sont montés au créneau et même un sympathisant de Farage l'accuse de manque de jugement en détruisant le meilleur atout des Britanniques à l'étranger. Londres, Anaïs Cordoba, Europe 1. Mais c'était le journal de Théo Manvalda. On termine quand même avec les sports. Avec ce nom qui va peut-être devenir célèbre en Ligue 1. Et oui, je ne vous parle pas de Kylian Mbappé, de Neymar ou encore de Fabregas. Vous avez peut-être découvert ce week-end Victor Osimhen, un jeune Nigérian arrivé à Lille et qui a inscrit un doublé pour son premier match. Il a tout juste 20 ans et il pourrait aller loin, Julien Froment. Les supporters lillois peuvent remercier le sélectionneur national du Nigeria, Gernot Rohr, qui est par ailleurs consultant pour Europe 1. Si Victor Osimhen a décidé de poser ses valises dans le Nord cet été, c'est grâce à lui. Lorsqu'il m'a demandé, je l'ai conseillé un petit peu en disant ça serait bien en France. Déjà, je peux te voir un peu plus souvent et puis tu pourras progresser, tu as une chance de jouer plutôt que d'aller dans un grand club anglais où peut-être qu'il n'aurait pas eu le temps de jeu. Un choix payant pour le jeune attaquant qui, malgré la maladie de son papa, a décidé d'écourter ses vacances au Nigeria pour débuter au plus vite avec son nouveau club. Son entraîneur au LOSC, Christophe Galtier, est déjà sous le charme. C'est un joueur qui a été identifié depuis pas mal de temps. Voilà, c'était la priorité au poste d'avant-centre. Il a 20 ans, il a plein d'énergie. C'est un joueur qui, avant d'être un joueur, il est un équipier. Le gamin de Lagos, très ému, avait dédié ses buts à son papa. Le seul trésor, je cite, qui lui reste, Victor Osimhen, 22 buts en Belgique l'an passé. Compte bien en faire de même cette saison avec le LOSC, car c'est selon lui le meilleur des remèdes pour soulager son père. Julien Froment pour Europe 1. Ça aurait été dommage d'oublier le foot quand même. Cette fois-ci, je m'en vais. Merci, c'était le journal de Théo Manval.